Place maintenant à votre rendez-vous avec la diaspora. Il était une fois Halima Hamdan, une conteuse sur scène, une femme engagée, une romancière aussi. Halima Hamdan déroule les mots. Ses premiers mots prononcés au Maroc dans les années 60. Ces mots d'adulte transmis à ses élèves marocains, puis à ses étudiants en France. Ces mots d'aujourd'hui qu'elle nous livre à travers ses contes. Je vous propose de l'écouter. Ah, l'ogresse, le roula, elle a de très grands yeux injectés de sang. Elle a une bouche prête à avaler ce qu'elle rencontre sur son chemin. Mais nos roulas, elles ont quelque chose de vraiment très, très spécial. Ce qu'elles ont de spécial se situe à ce niveau-là. Alors, ben oui, elles ont des seins. Et les seins des roulas, elles peuvent tomber sur le ventre, sur les cuisses, sur les genoux et parfois même par terre. Ça pose quelques problèmes pour se déplacer. Alors les roulas, c'est simple, on peut les reconnaître de très loin, parce que imaginez, sur l'épaule. Bonsoir Halima Hamdan. Bonsoir. Les histoires, les contes, ça commence toute petite, dans les bras de votre grand-mère à Sidi Kassem au Maroc. Racontez-nous. Oui. Ben, ma grand-mère, quand elle venait, elle ne vivait pas avec nous. Elle venait nous rendre visite. Et quand elle arrivait, c'était toujours pour moi la fête, parce que c'était tous les soirs des contes. Comment elle voulait raconter ? Elle avait une formule pour introduire les contes. Elle disait كان يا ما كان حتى كان حتى كان الحبق والسوسان في كل مكان حتى كان العمى يخيط الكتان وحتى كان زحاف ينقز الحيطان وحتى كان طرش يجيب الخبار من مكان لمكان ملي كيطيح الندى كان كيسمعوا. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien que cette intro, pour moi, ça me faisait rêver, parce que ça dit, il était une fois, il y avait partout à la fois du lys et du basilic. Et nos histoires datent du temps où l'aveugle faisait de la couture. Nos histoires datent du temps où celui qui n'avait pas de jambes sautait par-dessus les haies. Et nos histoires datent du temps où le sourd attrapait les histoires les plus lointaines parce que lui, quand la rose est tombée, il pouvait l'entendre. Alors la petite Halima Hamdan grandit. Elle fait des études de lettres, vous devenez professeur de français. Oui. Et puis en 1986, direction la France. Pourquoi vous décidez de quitter votre pays? Je viens pour préparer une thèse, tout simplement. C'était pour des études. J'étais inscrite à la Sorbonne. Et quitter votre pays, ça vous a fait mal au cœur? C'était pas quitter le pays, c'était pour l'époque, c'était venir 4 années, préparer une thèse et rentrer au pays. C'était pas du tout prévu, c'était pas un projet de rester en France, pas du tout au départ. Alors vous arrivez en région parisienne, une rencontre va changer le cours de votre vie. Vous décidez d'abandonner l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai commencé à écrire un peu et puis une amie m'a mise en contact avec Henri Gougaud qui est un atelier de contes et ça a été une révélation. C'était, tiens, c'est des gens qui racontaient des histoires qui me touchaient et c'était une autre manière de raconter les histoires. Nous, c'est toujours en famille, dans l'intimité et là, c'était le conte retravaillé, fait justement pour d'autres oreilles. Pour l'échange. Tout de suite, moi, j'ai vu justement ce que je pouvais avoir avec ce que je pouvais faire avec le conte. Parce que je l'utilise aussi pour des ateliers, pour un programme d'alphabétisation. Le conte, il nous sert vraiment à structurer la pensée aussi des petits pour réjouir les cœurs, comme je dis. Et on dit que ça fait même sourire les anges. Alors le conte a été aussi un véritable retour aux sources. Vous êtes même retourné au Maroc pour recueillir les histoires des dernières mémoires vivantes du pays. C'est ça votre source d'inspiration, votre pays? Ah oui, complètement, totalement. Comment? Parce que le fait d'être enraciné dans un pays, on est avec ce qu'on a senti depuis le départ, avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a vécu. Et pour moi, les histoires de mon pays, elles racontent le pays, elles racontent les femmes qui ont inventé ces histoires, elles me racontent aussi, et en même temps, ça me nourrit. Chaque retour au pays, c'est quelque chose qui me nourrit un peu plus, et qui, même une fois loin, c'est toujours l'envie de revenir pour me ressourcer. Et pour vos contes, vous avez choisi de reprendre la posture de votre grand-mère, par exemple. Oui, parce que... Expliquez-nous. La première fois où Henri Gougaud me demandait de raconter, c'était pas prévu. Donc le temps de me réfléchir, mais je pense que c'est intuitif. Les gens se mettent debout, se mettent sur des chaises. Mais moi, ma grand-mère, je l'ai toujours vue assise, avec des coussins, les jambes en tailleur, avec la voix qui porte comme ça, le regard.
Et je me suis installée, j'ai commencé à raconter comme ça. Et j'ai aussi commencé à raconter en français, mais j'avais des mots en arabe qui venaient. C'est comme si ma grand-mère était là et qu'elle racontait en même temps que moi. Et Henri Gougaud m'a dit, mais là, ça, c'est ça. C'est comme ça que tu dois toujours raconter. Mais je raconte toujours comme ça. D'ailleurs, le mélange entre la langue arabe et la langue française, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ah oui, c'est très important parce que pour moi, l'arabe vient comme une musique. Parce que c'est la musicalité de ce que je raconte. Ça montre aussi l'origine. C'est aussi une manière de dire, ben voilà, nous sommes pareils, nous racontons des histoires que vous écoutez, mais vous avez aussi des mots. Moi, quand je raconte aux enfants, je raconte beaucoup de manière interactive. Ce qui fait que les enfants répètent des mots en arabe. Et quand j'ai fini et qu'ils sont tout contents de dire, je rentre à la maison, je vais dire que je parle arabe. Ben pour moi, là, le conte a réussi justement cette histoire de l'échange et qu'on peut avoir. Est-ce que le conte, finalement, c'est une façon de transmettre son identité? Ben oui, on transmet énormément avec le conte, ça c'est sûr. L'identité, la culture, la langue, on transmet énormément de choses. Qu'est-ce que vous transmettez, vous, à votre avis? Ben moi, je pense que je transmets d'abord un désir immense pour la culture. Je transmets ce que je suis en tant que femme arabe, marocaine, parce que je pense que c'est important. Parce que souvent, on est confiné dans il y a beaucoup de caricatures sur les femmes arabes. Et moi, je pense que je transmets aussi le fait ce qu'une femme arabe peut aussi dire, vivre, et la liberté qu'on a aussi, même si on pense qu'on n'est pas libre. Mais si. Et pourquoi la parole est si importante? Mais parce que la parole est très puissante. La puissance de la parole est terrible. On dit qu'une blessure avec une arme peut guérir, mais une blessure faite avec la langue, ben, elle peut ne jamais se refermer. Donc c'est là la puissance de Alors justement, dans vos contes, vous utilisez cette puissance. Les femmes ont une place de choix. On va regarder un extrait de votre spectacle, Laissez-moi parler, qui raconte l'histoire d'une femme réduite à l'esclavage au Maroc. Regardez. Mon premier souvenir après l'enlèvement est ma présence dans une maison comme je n'en avais jamais vue auparavant. Une femme noire, assez corpulente, s'est approchée. Elle a écarté ceux qui m'entouraient, m'a prise par la main et m'a entraînée vers une pièce où deux filles aussi noires qu'elle et moi s'affairaient. La femme noire s'appelait Johara, mais tout le monde dans cette maison l'appelait Dada Johara. Elle m'a dit que les maîtres de ces maisons sont des blancs. Des blancs qui aiment bien être servis par des personnes noires, habites, esclaves, comme nous appellent. C'était quoi votre message dans ce conte? Mais c'est pas tout à fait un conte. Là, c'est justement cette passerelle qu'on peut avoir entre le conte et la littérature écrite. J'ai connu une femme qui était esclave, qui m'avait raconté son histoire, parce qu'il y a pas très longtemps, il y avait encore des personnes comme ça au Maroc. Et j'avais envie de raconter son histoire. Donc j'ai écrit un roman où je raconte à la fois son histoire, mais aussi des récits d'autres femmes. Parce que son histoire vient comme une histoire cadre, comme un peu à la manière des Mille et une nuits. Et puis il y a les récits d'autres femmes. Et donc quand je l'ai écrit, c'est un roman qui s'appelle Laissez-moi parler. Et je suis allée à un festival où j'étais invitée en tant que conteuse. Et la responsable du festival a lu mon roman. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais tu sais, pendant que je lisais le roman, j'entendais ta voix. Est-ce que ça t'intéresse de le raconter? Je dis, bah, écoute, je n'ai absolument pas pensé. Parce que pour moi, il y avait l'écrit d'un côté, l'oralité de l'autre. Mais justement, c'est quoi la force du conte? Bah, la force du conte, c'est que je pense... La force du conte, c'est d'abord dans la spontanéité de l'instant. Quand on écrit, on est seul. Et le livre, ben, on ne sait pas qui le lit. On ne sait pas comment il est reçu. On ne sait pas s'il plaît, s'il ne plaît pas. Mais dans le conte, on est justement dans un échange direct. Il n'y a pas de mensonge. On ne peut pas se cacher. Quand on a une personne en face de vous, ça veut dire que on lui parle, je dirais, de cœur à cœur ou d'âme à âme. Et là, c'est comme la force, elle est là. Et quand ils m'ont demandé si je voulais faire de Laissez-moi parler, de le raconter, ben, je le raconte. Je le raconte et je trouve que, justement, la force de tout ce qui était dans l'écriture qu'on pouvait peut-être ne pas ressentir, ben, sur une scène, c'est encore plus fort. Et justement, vous racontez souvent des histoires du quotidien, le mariage forcé, la vie de couple, l'amour, les souffrances, les désirs inavoués. Est-ce que c'est aussi un regard sur la société marocaine? Je pense qu'on raconte surtout par rapport à des choses qu'on a éprouvées, ou des choses qu'on a vues, ou des choses qu'on a envie de corriger,
ou des choses qu'on a envie de dénoncer. Donc automatiquement, pour moi, c'est pas une parole juste pour faire plaisir. C'est pas juste une parole pour passer un bon moment. C'est une parole aussi qui peut travailler après et qui peut justement inciter à réfléchir. Et c'est vrai que sans le vouloir, je me suis rendu compte à un moment que je vais toujours faire des histoires qui parlent des femmes, qui à la fois Parle de vous. Certainement, certainement. Alors, l'amour des mots vous a aussi emmené vers l'écriture des romans. Votre troisième ouvrage s'intitule L'homme qui voulait voir le lion. Pourquoi ce titre? Ce titre parce que je peux dire, c'est une autofiction. Elle raconte l'histoire d'un père. Un père qui a 5 filles. Et il aimait beaucoup ses filles. Et à chaque fille, il disait quelle était sa préférée. Et il lui racontait des choses en lui disant surtout ne le dis pas aux autres. Et les filles, chacune, a vraiment gardé le secret que le père lui a donné. Et à sa mort, le soir, elles se retrouvent. Chacune s'était construite en tant que femme avec cette parole de l'homme, du père, qui faisait d'elle justement un être unique parce qu'un être digne de confiance et surtout d'un secret. Là, elles sont toutes adultes. Et puis là, c'est un petit peu d'abord l'effarement parce que, tiens, je ne suis pas la préférée, mais toi aussi. Donc, il y a 5 filles préférées. Et donc, toute la nuit, parce que c'est l'espace d'une nuit, les filles, elles sont dans la chambre du père, elles s'entassent sur son lit. Donc je dis d'ailleurs que le lit les accueille comme l'aurait fait un ventre maternel. Quand intervient le lion? Quand est-ce qu'intervient? Le lion, c'est avant. Le lion, c'est avant parce que ce père malade, il est dans une clinique et il veut rentrer à la maison pour la fête parce que c'est l'Aïd al-Adha, la fête du mouton. Et la fille, la narratrice, va le chercher avec ses beaux-frères et dit bon, on va pas de la clinique. On va lui faire un tour en voiture parce que c'est quelqu'un qui était très actif. Et il y a un beau-frère qui dit, bon, on va l'emmener à la mosquée. Il n'a pas prié depuis une semaine. L'autre dit, mais non, il aime l'océan, on va l'emmener à la mer. Oui. Et je dis, ben, on va lui demander ce qu'il veut. Et quand on lui demande, ben, l'homme, affaibli, fatigué, malade, il dit, je veux aller voir le lion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Notre conclusion pour notre interview. Merci beaucoup.